Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis doctorante en troisième année à Epifar et dans l'équipe échappement aux anti-infectieux et pharmacoépidémiologie, sous la direction de Marie R et Mahmoud Jurek. Et donc, j'ai présenté un travail qui porte sur l'évolution des prescriptions potentiellement inappropriées et la polymédication chez les personnes âgées. Donc, je vais présenter d'abord un des petits éléments de contexte. Donc, ça sera une surprise pour personne si je vous dis que la population mondiale est vieillissante, la France n'y échappe pas. Il y a une projection de l'INSEE qui a estimé que la population de sujets âgés de 75 ans et plus pourrait représenter 18% de la population française, alors qu'actuellement, elle représente 9% de la population française. Donc, il est vraiment essentiel de prendre en charge correctement ces personnes, et notamment au niveau de la qualité de leur prescription. Puisque donc la population âgée est une population hétérogène avec différents niveaux de fragilité, de dépendance et aussi différents niveaux des multicomorbidités. Donc, ils sont très exposés, les personnes âgées sont très exposées aux médicaments et à la polymédication. Or, avec l'âge, il peut y avoir des modifications physiques qui sont susceptibles de modifier les propriétés pharmacocinétiques et pharmacodynamiques des médicaments. Et donc, tous ces facteurs, en fait, augmentent le risque d'effets indésirables médicamenteux chez les personnes âgées. Pour exemple, il y a une méta-analyse qui a estimé que 9% des hospitalisations chez les personnes âgées étaient associées à une iatrogénie médicamenteuse, donc à des effets indésirables. Donc, dans ce travail, on s'intéresse à deux situations à risque de iatrogénie médicamenteuse, qui sont donc la polymédication, l'utilisation concomitante de nombreux médicaments, qui n'est pas toujours évitable dans un contexte de multicomorbidité, et aux prescriptions potentiellement inappropriées, ou PPI, qui sont des médicaments dont le rapport bénéfice-risque est a priori défavorable chez les personnes âgées par rapport à des adultes plus jeunes. Donc, il faut bien noter que inapproprié ne veut pas dire contre-indiqué. Donc, je vais développer un peu plus ce que sont ces PPI. Donc, on identifie en fait ces PPI par des listes de critères explicites qui ont été publiées. Et en fait, ce sont des listes qui sont établies par des consensus d'experts dans un objectif d'amélioration et d'évaluation de la qualité des prescriptions chez les personnes âgées. Donc, la première liste à avoir été publiée est la liste américaine de Beers en 1991, qui a été mise à jour depuis à de nombreuses reprises. Il y a également une liste adaptée aux pratiques européennes qui a été publiée, les listes Stop and Start en 2015. Et il y a des listes également au niveau national qui ont été adaptées, donc par exemple la liste Prescus en Allemagne, et en France en 2007 avec la liste La Roche, et plus récemment en 2021, il y a une liste qui a été publiée pour la pratique française qui s'appelle Remedies. Donc voilà comment se présente donc la liste de Beers, qui est la liste en fait la plus connue au niveau international. Donc on a une trentaine de critères de médicaments à éviter. Donc sur la première colonne, dans la première colonne, c'est des médicaments ou les classes thérapeutiques à éviter, avec le rationnel dans la deuxième colonne, de pourquoi ils sont potentiellement inappropriés chez les personnes âgées, les recommandations d'utilisation et le niveau de preuve. Il y a également des critères d'interaction médicaments à éviter et environ une dizaine de critères d'interaction médicaments-pathologie à éviter. Donc, la polymédication et les PPI sont fréquents chez les personnes âgées. Comme on peut le voir sur le graphique qui crée une revue de littérature, la prévalence de la polymédication a eu tendance à augmenter depuis plusieurs années, jusqu'à atteindre une prévalence de 35 à 70% dans certains pays à l'étranger. Et une méta-analyse pour les PPI, une méta-analyse qui estimait que 33% des personnes âgées étaient exposées à au moins une PPI. Et dans la littérature étrangère, pour les PPI, on trouve une tendance plutôt stable ou à la diminution. Donc, parler maintenant des données en France, des études qui ont été réalisées à partir des données de l'assurance maladie. Et une étude qui a estimé que 34,5% des personnes âgées étaient polymédiquées en 2015. Et pour les PPI, des études qui ont estimé que la prévalence était entre 32%, donc ça c'était en 2011, et 53% en 2007. Donc ce sont des données qui sont plutôt anciennes
et il n'y a pas d'évaluation récente de l'évolution en fait, des PPI de la polymédication en France. C'est pourquoi l'objectif de ce travail, c'était d'évaluer leur évolution entre 2011 et 2019. Donc, passer aux méthodes. Donc, on a utilisé les données du SNDS et particulièrement du DCIR, ce que vous connaissez tous. Donc, ce sont les données de remboursement de soins de ville qui incluent les dispensations des médicaments. On a fait une étude transversale répétée tous les 2 ans, entre 2011 et 2019. Et donc, toutes les années d'études, on inclut des sujets âgés de 75 ans et plus, avec au moins un remboursement de soins, non décédés durant l'année d'études, et on inclut les bénéficiaires de tout régime de l'assurance maladie. Donc, on avait évalué 16 indicateurs de PPI à la tête des listes de Beers et Stop 2015. Et on a étudié en fait les critères de PPI qui pouvaient être complètement identifiés dans le DCIR. Donc, il fallait que ce soit des critères, donc des médicaments qui soient remboursés en France, qui ne s'appuient pas sur un critère de dose, d'indication ou d'un critère clinique. Donc, ces 16 indicateurs appartenaient à 4 classes thérapeutiques que je vais vous présenter. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les benzodiazépines, les médicaments avec un effet anticholinergique et des médicaments avec une action antihypertensive. On passe rapidement sur les indicateurs et on identifie donc tous ces médicaments en fait, par leur code ATC. Pour la polymédication, on a mesuré la polymédication cumulative, qui est la moyenne annuelle du nombre total de médicaments délivrés par trimestre. Donc voici, sur cette figure, on peut voir comment on a mesuré la polymédication cumulative. Donc c'est bien la moyenne, on compte le nombre de médicaments par trimestre, par code ATC, et on fait la moyenne sur les 4 trimestres, sur l'année. Et donc la polymédication a été définie par un seuil de 5 à 9 médicaments et l'hyperpolymédication par l'utilisation d'au moins 10 médicaments. On a également mesuré la polymédication de médicaments psychotropes, donc définie par la dispensation concomitante d'au moins 3 médicaments psychotropes le même jour. Pour les analyses, chaque année, on a mesuré la prévalence de tous les indicateurs et on a standardisé cette prévalence sur la composition par âge et sexe de la population en 2019. On a également regardé la prévalence par sexe et par âge. Et pour quantifier l'évolution des prévalences des indicateurs, on a estimé la variation annuelle de la prévalence, l'annual percent change, par régression linéaire. Donc, l'APC, en fait, estime le changement relatif de la prévalence d'une année à l'autre. Je vais présenter maintenant les résultats. Donc, les populations d'études, en 2011, on a inclus 5,7 millions de sujets et en 2019, 6,3 millions de sujets. Donc, chaque année, la population inclut majoritairement des femmes, ce qui est classique pour une population de personnes âgées, et la moyenne d'âge était de 82 ans. Donc, pour les résultats principaux, en 2011, 49,6% des personnes étaient exposées à au moins une PPI et ça a diminué à 39,6% en 2019. Donc, on peut voir sur les graphiques qui résument en fait l'évolution par classe thérapeutique. La courbe rouge, c'est l'évolution de la prévalence pour la classe thérapeutique présentée. Et les courbes en dessous, c'est l'évolution pour chaque indicateur de la classe thérapeutique. Donc, les benzodiazépines étaient la PPI la plus fréquente, avec une prévalence qui diminue de 35% à 27%, et avec une décroissance annuelle moyenne de 1,3%. Les anticholinergiques avaient une prévalence plus faible que les benzodiazépines, qui diminuait de 12% à 8%, mais avec une baisse plus rapide de 2% en moyenne par an. Donc pour les INS, ils avaient un niveau de prévalence équivalent aux anticholinergiques, avec une diminution également de 2% par an en moyenne. Et les antihypertenseurs avaient une prévalence plus faible sur la période d'études, mais quand même avec une diminution de 7% à 6%. Pour la polymédication, on observait une diminution de la forte polymédication, qu'on peut voir ici en bleu, de presque 1% par an, alors que la polymédication un peu plus modérée, donc 5 à 9, l'utilisation de 5 à 9 médicaments, augmentait, mais plus modérément. Donc, la polymédication de médicaments psychotropes, c'est la courbe en rouge, diminuée de 9 à 7% sur la période d'études.
Donc, il s'agit de la plus vaste étude qui a été réalisée en fait pour regarder l'évolution des PPI et de la polymédication en France. Et donc, comme toute étude, il y a des limites qui sont principalement liées à l'utilisation des données médico-administratives. Pour citer les principales, on n'a pas pu prendre en compte les médicaments non remboursés ou les médicaments OTC. Et bien sûr, il n'y a pas de certitude que le médicament, une fois qu'il a été dispensé, il a vraiment été utilisé par les patients. Et pour les limites sur nos critères, en fait, on n'a pas pu prendre en compte du coup, tous les critères de PPI qui existent dans les listes de BIRS et STOP. Et on a dû exclure les critères qui nécessitaient une information sur l'indication et le dosage. Donc, notre indicateur global de dispensation de au moins une PPI dans l'année est vraiment à mettre en relation avec les critères qu'on a étudiés. Donc dans notre étude, vraiment, c'est vraiment descriptif. On regarde l'évolution de chaque indicateur et on ne peut pas. La question, c'est vraiment de savoir pourquoi en fait on a observé donc, ces diminutions. On peut faire ça, on peut pas vraiment le regarder avec les données du SNDS et il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place en fait, pendant ces années. Donc, on a quand même émis des hypothèses sur les leviers qui ont pu contribuer à diminuer donc, ces indicateurs. Donc on peut citer donc, la formation initiale et continue qui, depuis plusieurs années, quand même, sont très axées sur la qualité des prescriptions chez les personnes âgées. L'augmentation de l'utilisation des logiciels d'aide à la dispensation des médicaments, qui pour certains commencent à inclure, à intégrer les critères de BIRS de STOP, surtout les critères de STOP. Il y a également la rémunération sur objectif de santé publique, la ROS, qui intègre des indicateurs pour inciter les médecins à moins prescrire des benzodiazépines, à faire attention à la polymédication chez les personnes âgées. Et également, on peut penser aux politiques de régulation des médicaments avec les nombreuses vagues de déremboursement qui ont certainement contribué à la diminution de l'hyperpolymédication. Donc, pour conclure, on a observé une diminution de la majorité de nos indicateurs, donc ce qui pourrait refléter une amélioration des pratiques de prescription chez les personnes âgées. Mais la prévalence reste quand même élevée en 2019, surtout pour les benzodiazépines. Donc, il y a quand même encore des choses à faire dans le domaine. Et ce qui est important, ce qui est un fait donc intéressant, c'est qu'on a observé une diminution de la forte polymédication qui n'a pas été observée aujourd'hui dans d'autres pays. Merci. Merci beaucoup.